Merci à vous, Caroline Van Lerberg et Jean-Louis Roumillac, pour cette riche intervention. Alors, on vient de le voir, la maîtrise des risques est un enjeu essentiel dans le domaine de la comptabilité-gestion. Elle est aussi dans le domaine de la gestion du personnel. On pense notamment à de possibles contentieux devant les prud'hommes et à d'éventuels contrôles de l'URSSAF. Comment cerner les risques? Comment le réseau peut-il vous aider pour que ces risques ne se transforment pas en danger avéré? Quelles solutions opérationnelles? Ce sont là quelques-uns des points que vont maintenant développer Jean-René Lemeur et Alexandre Chrétien, tous deux représentants du pôle social de la FNOGEC. Les voilà qui arrivent, on peut les applaudir. Bonjour Jean-René Lemeur et bonjour Alexandre Chrétien. Merci d'être parmi nous pour nous alerter de manière concise, s'il vous plaît, sur les principaux risques qui sont liés à la gestion du personnel. Bonjour à chacun d'entre vous. Révolution numérique, acte 1, scène 1. Gestion des risques liés à la gestion du personnel. Le temps nous est compté, je crois, une petite demi-heure. Bel enjeu, enthousiasmant, donc allons-y. J'ai envie d'être révolutionnaire aujourd'hui. Devant un parterre de comptables, j'ai envie d'être révolutionnaire. Donc pour gérer les risques en matière juridique, premier conseil, ne jamais faire de droit. Bruit sourd dans la salle, adhésion limitée, ne jamais faire de droit pour faire du droit. L'entrée du juridisme n'est jamais la bonne. On va le détailler tout à l'heure avec Alexandre Chrétien, que vous connaissez. Jamais faire de droit, mais pour pouvoir s'affranchir du droit, il faut être de bons juristes. C'est comme en matière de chasse, je crois. Le deuxième sujet, et là on va attaquer et faire du vrai droit et du vrai droit. Attention, attention, tout est une question de forme. La forme, la communication bien sûr, mais la forme en matière de droit social est essentielle. Est essentielle. Et là, deux éléments de révolution. On va citer Lénine. Je crois qu'il est toujours temps, dans les journées de gestion de la FNOGEC, de citer Lénine, qui disait « La procédure est sœur jumelle de la liberté ». Alors là, il empruntait des termes de Jhering, un juriste allemand, il disait que la forme était la sœur jumelle de la liberté. La forme est là, en gros, ce qui veut dire en sous-tendu, la forme est là pour éviter l'arbitraire, pour protéger le salarié. Et donc c'est cela, le droit du travail. Il faut toujours intégrer cette philosophie des dispositifs. Attention à l'arbitraire, attention à nos postures, attention, attention, attention. Donc la forme est un élément essentiel, tout en comprenant qu'elle est là pour protéger le salarié. Donc toujours intégrer la philosophie des dispositifs. On a des formules comme ça avec Alexandre, jamais faire de droit, revenir aux philosophies des dispositifs, mais c'est essentiel pour la gestion des risques. Pourquoi telle norme existe? À quoi elle sert? Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire du droit pour le droit, mais comprendre la norme pour mieux l'appliquer. Et là, on rentre dans une logique de fond, et là, la forme et le fond s'allient pour faire vivre le sens, pour les chefs d'établissement que vous êtes, en partie, pour faire vivre le projet. Et là, on fait unité avec ce que nous sommes. Donc, deuxième sujet, la forme, et c'est le sens de l'intervention d'Alexandre. Comment on vous fournit des moyens pour respecter la forme? On va le voir, c'est un élément, encore une fois, essentiel. Et troisième message que je souhaiterais vous donner, c'est que l'outil numérique qui va vous être présenté, quelle que soit la qualité de celui-ci, quel que soit l'outil, l'élément qui permet de résoudre les problèmes, l'élément qui permet de limiter les risques en matière sociale, c'est l'échange, le partage, bénéficier de l'apport de l'autre, bénéficier de la lecture critique de ces actes, du support juridique qu'on est en train de réaliser. C'est en gros le partage, c'est le réseau, c'est la richesse de l'enseignement catholique, fondée justement sur les réseaux, UDO, Urogec,
l'Ancagec, les organisations de chefs d'établissement et modestement la FNOGEC. Donc faisons le pari, prenons le risque du réseau et avançons. Deux parties à notre intervention avec Alexandre. Première partie, une analyse bilancielle de la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours d'appel sur ces 3 dernières années. 3 dernières années et quelques mois, 2015 à 2018. On a épluché 80 arrêts de jurisprudence. Bel exercice. Et on vous a demandé de participer à un sondage. Merci pour ceux qui ont répondu. Et donc on va reprendre tous ces éléments. Merci aussi à la commission éco-gestion, à Caroline et à Fabienne, de nous avoir permis de faire ce travail-là, qui met des éléments, enfin ça nous a permis de mettre des éléments objectifs, précis, mettre des mots sur nos intuitions et notre vie au quotidien. C'est-à-dire qu'on est toujours pris par le quotidien, et le fait de prendre un peu de recul sur la jurisprudence nous permet aussi de vérifier que nos intuitions ne sont pas si mauvaises que ça. 85% d'arrêts sont des cours d'appel. Il y a 80 arrêts, hein, excusez-moi, je suis passé un peu vite. 15% chambre sociale de la Cour de cassation. La Cour de cassation a été sollicitée pour 2 sujets essentiels, celui du groupe de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique. On pourra en parler, mais c'est un sujet du passé. Et les heures de délégation. Donc voilà pourquoi la chambre sociale a été sollicitée. Donc on va s'appesantir sur l'analyse de la jurisprudence de la cour d'appel, des cours d'appel, avec une intervention à 95% sur le droit du travail et 5% sur le droit de la sécurité sociale. Donc on l'évoquera dans une deuxième partie, si vous le voulez bien. On a fait un travail de mise en forme et de présentation grâce à Noël Saad, qui doit être par là, notre stagiaire qui met en forme actuellement le rapport NAO en vue de la négociation qui aura lieu la semaine prochaine. Un point de vue régional intéressant, de dire tiens, il y a des cours d'appel beaucoup plus actifs que d'autres, plus sollicités que d'autres. Pour quelles raisons? On aura peut-être entre nous, notamment avec les permanents IDOGEC et Eurogec, quelques points d'analyse à découvrir ensemble. Moi, j'étais surpris par l'intervention importante de certaines cours d'appel, Nîmes et Caen, par exemple, qui représentent aux alentours de 12% des arrêts de cours d'appel. Un point sur qui sollicitait, qui saisissait les cours d'appel, et donc ces juridictions du second degré. Une répartition homme-femme qui n'a pas trop de sens à mon avis. Le camembert de droite est sans doute plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie de saisine selon la typologie de personnel. On voit qu'il y a une répartition entre personnel administratif et personnel d'éducation assez harmonieuse, les chefs d'établissement représentant 13%, alors 13, 12, 15%, et les agents publics, 13%, essentiellement sur les heures de délégation, évidemment, et une affaire assez marquante en matière de harcèlement moral reconnu pour un agent public, et la responsabilité de l'OGEC a été retenue. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. 50% des demandes et des sollicitations des cours d'appel se font sur la rupture du contrat. Vous le voyez, licenciement personnel, licenciement économique, le licenciement pour inaptitude. J'étais surpris par ce chiffre d'inaptitude. Nous, c'est là où les intuitions et notre travail au quotidien peut-être nous permettent pas d'avoir une vision forte des problématiques, en tout cas suffisamment fine. L'inaptitude pour nous est un vrai sujet au quotidien. C'est 2-3 fois par jour qu'on est sollicité sur le sujet. Par contre, il génère beaucoup moins de contentieux qu'on l'imaginait. Un point d'alerte sur le harcèlement moral, qui peut s'expliquer pour plein de raisons. Là aussi, on ne va pas les détailler, manque de temps. Donc essentiellement, de la rupture du contrat, la contestation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, et puis, attention de ne pas lire trop rapidement ces informations et ces diapos, puisque nous le savons tous, lorsqu'on sollicite une juridiction dans le cadre d'une rupture de contrat, la demande principale sur la cause réelle et sérieuse de licenciement s'accompagne de demandes complémentaires, notamment sur la durée du travail, sollicitation d'heures supplémentaires, etc., qui font doubler, voire tripler l'addition à la fin.
Peu de sollicitations en matière URSSAF, on l'a vu. Alors sans doute qu'on a plus de difficultés aussi d'aller saisir les cours d'appel, puisqu'en règle générale, on conteste un redressement. Donc on ne va peut-être pas jusqu'au bout de la démarche, sauf lorsqu'il s'agit d'un dossier porté nationalement. Un chiffre qui ne veut pas dire grand-chose, 70% de condamnations, plus de 2/3 de condamnations lorsqu'on va en cour d'appel et en cour de cassation. Compte tenu des sujets, ce n'est pas totalement étonnant. Après, on mélange tout, c'est-à-dire que toute condamnation a été pointée comme étant, en intégrant ce pourcentage-là. Donc lorsqu'il y a des demandes sur de la cause réelle et sérieuse de licenciement, des heures supplémentaires et une irrégularité, pardonnez-moi, de procédure de licenciement, on se fait condamner pour 1 000 € pour non-respect de l'irrégularité, c'est intégré dans ce domaine-là. Donc, aux alentours de 50%, de 41% de condamnation des fautes de cause réelle et sérieuse. Et puis après, vous voyez qu'il y a quand même des points intéressants. Lorsque le dossier est bien ficelé, on reconnaît des causes réelles et sérieuses de licenciement en appel, on reconnaît le fait qu'il n'y a pas de requalification en CDI, etc., etc. Le sondage nous a permis d'intégrer le fait, alors là, attaché de gestion, secrétaires généraux du DOGEC et Eurogec, spécialistes de paye et chefs d'établissement ont participé, ainsi que certains nombres de présidents d'OGEC et d'administrateurs de la FNOGEC. On est dans les mêmes zones de risque et de danger. On voit, bien entendu, en case bleue et en case verte, une inquiétude spécifique relative à la rupture du contrat. On n'est pas tout à fait dans les mêmes proportions, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Comme le temps de travail, on le voit là-haut, c'est près de 50%, c'est du classement qui a été réalisé par les personnes sondées. Donc 50% des gens ont estimé que ces 3 sujets autour des heures et le suivi des heures, on en parlera tout à l'heure avec Alexandre, étaient un élément clé. Alors là, on est aussi... on est toujours le fruit de ces expériences. Donc là, ce sont des gens qui sont en opérationnalité sur les sujets. Et donc, par nature, on parle de sa propre activité. Et donc, c'est pour ça que la requalification de CDD et CDI prend une part importante par rapport à ce qu'on a vu en termes de contentieux. Plus intéressant et plus important, je crois, c'est l'analyse de cette jurisprudence avec 2 ou 3 points clés qu'on souhaitait vous présenter ce matin. On l'a vu, les zones de risque autour de la rupture, ça fait écho avec mon propos liminaire sur la forme. Tout est une question de forme. On a souvent raison au fond, mais on n'arrive pas à exprimer le sens de notre action, et d'où la nécessité absolue de faire relire, de peaufiner, d'avoir quelqu'un en critique de nos propres postures, de nos propres habitudes, et de se sortir du caractère assez subjectif de notre analyse lorsqu'il s'agit de matière en droit social. Donc faites appel à des tiers pour vous accompagner lorsqu'il s'agit essentiellement de la rupture, parce qu'on voit que la problématique vient souvent de la rupture. 3 points qu'on souhaite aborder pour éviter, là on est dans la projection, pour éviter que le risque ne se réalise trop. Analyse très rapide de cette jurisprudence, il faut penser qu'en fait il y a 3 points sur lesquels il faut toujours revenir. Où on est, de quoi parle-t-on? Donc c'est vraiment le contexte textuel. Quels sont les articles qui s'appliquent? La loi, le règlement et la convention collective. Bien souvent, on oublie qu'on a un environnement législatif ou conventionnel particulier qui entraîne, en cas de non-respect, une condamnation. J'ai l'impression d'ouvrir des portes ouvertes, mais c'est aussi là notre activité au quotidien. Attention, telle disposition s'applique, etc., etc. À telle enseigne qu'il faut aussi corriger les textes conventionnels. Et ça, c'est notre responsabilité à la FNOGEC. Donc là aussi, dans le cadre du partage et de l'information, informez-nous des difficultés que vous avez d'application de textes. Un exemple précis était la règle
imposée dans la PSA2E que nous avons supprimée dans le cadre de la CEP. Il fallait 2 avertissements pour procéder au licenciement. Les plus anciens d'entre nous connaissent cette règle. 3 arrêts sur 80. 3 arrêts sur 45 arrêts concernant le licenciement. 3 arrêts. On est aux alentours de 10% sur cette problématique-là. Condamnation de l'OGEC en raison de ce texte qui apparaissait comme étant non opportun au minimum. 2 avertissements pour passer au licenciement. Eh bien, il y avait 2 actions possibles pour le salarié malin, c'est de rendre nul ou d'annuler les sanctions préalables, c'est-à-dire les avertissements, pour, au final, permettre la reconnaissance d'un défaut de cause réelle et sérieuse. 2e élément de défense est de dire attention, les faits, là on est en procédure disciplinaire, les faits fautifs ont été sanctionnés 2 fois. Puisque pris par ce texte-là, il nous faut 2 avertissements pour procéder au licenciement. Eh bien, en temporalité, on se pressait, entre guillemets, de monter un dossier de toutes pièces pour, sur un même fait ou un même logique de faute, sanctionner à 3 reprises sur une période très courte. Et là, très simple pour le magistrat de dire non bis in idem, il faut toujours faire un peu de latin et sortir un peu de Lénine, non bis in idem, impossible de sanctionner 2 fois les mêmes faits. Donc là, prenant conscience de cela, on a corrigé le texte en 2015. Nécessité de communiquer, d'informer et d'échanger. Le où, le quoi, donc environnement législatif, réglementaire, conventionnel. Maintenant, le qui. Qui fait quoi? Qui prend la décision? Qui la met en œuvre? Courant jurisprudentiel très important, et là on revient sur des référentiels présentés tout à l'heure par Frédéric dans Isidore et dans Pilotage, référentiel RH, attention aux délégations de pouvoir. Le président licencie un salarié alors que les statuts prévoyaient que c'était le conseil d'administration qui était compétent. Celui-ci n'a pas délégué son pouvoir, défaut de cause réelle et sérieuse. Même chose pour un chef d'établissement. Attention, attention, la forme, la forme, la forme, la forme. 3e sujet, le comment. Et là, on revient sur la forme et l'aide que vous devez demander au réseau sur comment je rédige les supports juridiques. Et est-ce que la forme que j'utilise est en lien avec le contexte? Exemple typique, un poil caricatural d'un arrêt, alors je ne me souviens plus, je crois que Cour d'appel de Paris, mars 2018, pas vu. Une salariée, on est toujours dans les OGEC, hein. Moi, ma requête d'analyse, c'est sur la mi-line, OGEC, chambre sociale, 80 arrêts. Un OGEC licencie une salariée qui est là depuis 20 ans pour incompétence. Moi, je ne juge pas, je ne suis pas juge. Mais il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas de remarque. On lui confie de plus en plus d'activités. Elle n'est partie, première innovation de la Cour d'appel de Paris, attention, ça va être l'objet de la prochaine diapo, elle n'a fait qu'une formation en 15 ans. Vaguement sur du bulletin de paye. Et, donc 20 ans après, incompétence. Je vous donnerai accès à la lecture de ces arrêts-là. Je ne sais pas trop comment, on verra comment mettre à disposition ces ressources documentaires. L'environnement a fait que les éléments de contexte, la lettre, ne paraissaient pas s'articuler entre eux. Et on était en finale dans l'arbitraire. Et donc c'est bien ça que la Cour d'appel de Paris a sanctionné. Donc, attention à ces trois éléments, attention à l'arbitraire, attention à cela, attention, ça fait écho aussi aux problématiques du harcèlement, attention à la décision d'autorité, attention, au minimum qu'elle soit réfléchie,
mise en forme, etc., etc. Attention à la modification unilatérale de contrat de travail. Règle essentielle en droit du travail et en droit civil en général. Un contrat, c'est entre deux personnes, donc on n'impose pas une modification de contrat. Je crois qu'on le dit 15 fois dans la semaine, si on ne le dit pas une fois. Modification de contrat, il faut avoir le consentement du salarié concerné. Là encore, on ouvre des portes ouvertes, mais attention dans vos pratiques au quotidien. Et je vais terminer et laisser la parole à Alexandre sous forme d'envoi. Il ne faut jamais, un troisième ou quatrième message, il ne faut jamais écouter un juriste en droit social. Jamais. Donc j'ai mis un quart d'heure pour vous dire ça. C'est une analyse bilancielle qu'on vient de faire. Donc les faits qui ont donné lieu aux arrêts ont entre 10 et 6 ans. Là, l'important pour vous, c'est d'anticiper les 5 ou les 10 prochaines années. Et l'environnement législatif, loi El Khomri, ordonnance Macron, ont induit des logiques nouvelles d'approche. Donc attention, le passé éclaire toujours l'avenir, mais attention, le passé n'est pas l'avenir. Le passé, le futur est à créer. Et là, de manière un peu intuitive, on pense qu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a vécu. Et là, je vais vraiment me fâcher avec vous. Vous n'aimez pas les matières molles. Une règle est là pour être appliquée. Sauf que là, la règle, eh bien, elle a tendance à se déliter un peu. Les législateurs successifs libéralisent une partie des dispositions relatives au licenciement, par exemple. Et plus on libéralise, plus on rend simple une procédure, plus les principes généraux du droit reviennent à la charge. Plus on va appliquer le Code civil. Et le Code civil, lui, c'est l'abus qui sanctionne. C'est des éléments clés. Et donc, on revient à la philosophie du droit qu'on évoquait tout à l'heure. Et là, on va arriver à un moment où les magistrats vont mettre en avant le besoin de sécurité des salariés. Flexi-sécurité, hein, vous avez entendu vaguement ces termes-là depuis une dizaine d'années avec l'Europe du Nord, etc. On est dans l'employabilité. Ma responsabilité en tant qu'employeur, c'est de permettre l'employabilité de mon salarié. Ce n'est pas d'exécuter forcément mon obligation de formation tous les 5 ans, et en plus qui est valorisée 25 points. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet est de permettre à mon salarié de garder son boulot, voire même d'en changer sur un marché de l'emploi qui est lui-même libéralisé. Donc un peu compliqué. Un peu compliqué. Ce n'est pas du pouce-bouton, c'est de la personnalisation. Et donc là, on rentre dans des logiques de communication, de formation de l'encadrement. Donc les enjeux deviennent un peu différents que du pouce-bouton. Qualité de vie au travail, et j'en aurai terminé. Qualité de vie au travail, c'est sans doute l'axe sur lequel les magistrats vont travailler demain. Logique d'obligation de résultat, la protection du salarié migre vers une obligation de prévention générale des conditions de travail. On sanctionne désormais l'employeur qui n'a pas adapté, qui n'a pas mis les moyens pour éviter que les conditions de travail du salarié se détériorent. On ne parle plus du harcèlement moral, par exemple. Harcèlement moral, on concentre ça sur du pénal. Excusez-moi, je suis très caricatural et je vais un peu vite. Mais c'est ça l'idée. Plus de harcèlement moral, c'est dire, attendez, vous avez une obligation de prévention des conditions de travail. Donc, toute agression, même extérieure, doit être gérée. On est tombé sur un arrêt de manière un peu incidente sur un conseil syndical où le membre d'un conseil syndical faisait du harcèlement contre un gardien d'immeuble. Et donc, il inspirait l'autorité. Sanction de l'employeur qui n'avait rien fait dans le cadre du harcèlement, mais a été condamné parce qu'il n'avait pas mis les moyens en face pour éviter le harcèlement. Donc, les choses vont un peu changer, les logiques vont sans doute bouger vers quelque chose d'un peu différent. Donc, intégrer la philosophie du droit, intégrer les nouveaux pactes sociaux présentés dans les législations nouvelles. J'avais dit que j'allais terminer, mais c'est impossible pour moi. Ça me fait penser à un autre sujet, un sujet sur le droit collectif. Il y a 4 ans, vous avez présenté la BDES.
qu'est-ce qui nous enquiquine encore cela avec une nouvelle obligation? Alors c'est un peu embêtant quand on est juriste en droit social, c'est qu'on incarne même l'obligation. On a l'impression que c'est nous qui faisons les textes. Ça arrive parfois. BDES. On vous avait dit, attention, Alexandre Chrétien, ici présent, a écrit 2 ou 3 fois des articles en disant « Attention, la BDES va se transformer comme un outil essentiel dans le dialogue social. Ce n'est pas uniquement une obligation. Ça illustre une nouvelle façon de travailler avec les représentants du personnel. » Oui, oui, il cause toujours, Jean-René. Arrêt, Cour de cassation, 28 mars 2018. Vous n'avez pas rempli la BDES. La consultation du comité d'entreprise n'est pas valide. Tant que vous n'avez pas mis en place la BDES, vous ne pouvez pas mécaniquement consulter le comité d'entreprise. Donc toutes les décisions de restructuration, de décisions organisationnelles attendront que vous mettiez en place la BDES. Voilà la philosophie que sous-tendaient les textes que nous avons appréhendés uniquement en obligation. Donc vous avez 12 heures, enfin 11 heures maintenant pour le RGPD. Vous avez, allez, 2-3 jours pour utiliser BDES. L'outil est en place. Excusez-moi, j'étais un peu trop long. Vous restez là ? Ouais. Jean-René vient de nous exposer les principaux risques liés à la relation de travail. Pour appréhender ces risques et pour les maîtriser, sachez que vous avez à votre disposition une application numérique dédiée à notre branche d'activité qui est l'application sociale. Donc Social est porté par le collège employeur et intégré, hébergé dans le portail Isidore. C'est une application de référence en matière d'administration du personnel et de gestion des ressources humaines. Social a trois objectifs. D'une part, sécuriser, vous permettre d'appliquer les dispositions légales et conventionnelles. Deuxième objectif, anticiper, c'est-à-dire vous fournir un outil à jour des dispositions légales, conventionnelles et des évolutions jurisprudentielles. On sait que le droit social est une matière qui évolue assez souvent, donc ça c'est un élément très important. Et anticiper, c'est aussi prévenir les risques avant qu'ils ne se produisent. C'est la raison pour laquelle vous verrez des évolutions assez récurrentes dans l'application sociale. L'application sociale n'est pas un outil statique, c'est un outil en mouvement pour vous permettre d'avoir un temps d'avance et prendre en compte toujours au plus près les besoins du terrain. Troisième objectif, simplifier. Simplifier, c'est alléger vos contraintes, c'est-à-dire que vous perdez moins de temps dans la gestion administrative du personnel pour vous concentrer sur la relation en matière RH, sur la relation avec le collaborateur dans un aspect plus qualitatif. Et bien sûr, simplifier, c'est aussi gagner du temps et donc sécuriser, puisque vous pouvez vous concentrer sur les vrais risques à plus forte valeur ajoutée, puisque le numérique vous permettra déjà de gérer un certain nombre de risques, donc un gain de temps important qui entraîne une sécurisation. Donc ça, c'est les trois grands objectifs de social. C'est le socle de social qui se décline de manière très opérationnelle au travers de deux fonctionnalités clés dans l'application, un système de notification et un coffre-fort numérique. Alors, le système de notification vous permet de suivre les échéances relatives à la relation contractuelle. Donc, c'est un suivi personnalisé pour chaque thématique. Donc là, on retrouve l'idée de la personnalisation qu'a évoqué Jean-René tout à l'heure. Et c'est aussi une gestion de calendrier qui vous permet d'être notifié avant chaque événement. Donc ça, un élément de sécurisation. Vous êtes alerté avant chaque événement. On sait que c'est très important, notamment on parlait tout à l'heure du contrat de travail. On peut suivre la période d'essai, on peut suivre pour les contrats à durée déterminée, la durée des contrats, l'échéance du contrat et d'autres thématiques. Le coffre-fort numérique vous permet d'historiser les documents généraux concernant l'établissement. À la fois des documents généraux concernant l'établissement, mais aussi des documents individuels propres à chaque salarié. Donc vous pouvez conserver des fiches de poste, des contrats de travail, des comptes rendus d'entretien. Donc là, un élément de sécurisation fort également, puisqu'en 2 clics, vous pouvez visualiser l'ensemble des documents de l'ensemble des salariés de votre structure
et un gain de temps, bien entendu, puisque vous n'avez plus à chercher ces documents dans un classeur, dans un bureau, dans l'établissement. Donc là, on a tout de suite cette visualisation, et c'est très utile pour un chef d'établissement qui prend son poste d'avoir toutes les données de la structure dans un coffre-fort sécurisé. Donc ces deux grandes fonctionnalités, on peut les retrouver dans l'ensemble des thématiques de l'application sociale, parce que l'application sociale comprend un grand nombre de thématiques. Nous avons décidé d'en isoler 5, puisque ce sont les 5 principales thématiques qui peuvent être source de risques et de contentieux, on l'a vu tout à l'heure avec l'étude de jurisprudence. Donc il s'agit de la classification du temps de travail, du contrat de travail, de la complémentaire santé et de la formation professionnelle. On va balayer de manière opérationnelle ces différents sujets et montrer comment l'application sociale peut réduire les risques, appréhender les risques et maîtriser les risques sur ces différentes thématiques. Alors sur le volet classification, donc vous pouvez voir une vidéo. Certains ont déjà utilisé l'application sociale. Donc vous pouvez réaliser une fiche de classification conforme aux dispositions conventionnelles, soit en récupérant les données à partir de votre logiciel de paye, ou soit en créant directement la fiche de classification en saisissant les données dans l'application sociale. Donc vous retrouvez les différentes rubriques, le poste occupé, les fonctions, les critères classants, les dispositions relatives à l'ancienneté, à la formation professionnelle, et vous avez un récapitulatif. Ensuite, vous pouvez, en 2 clics, éditer la fiche de classification, la remettre au salarié contre signature et, bien entendu, la stocker dans le coffre-fort numérique de l'établissement. Donc là, vous voyez à l'écran comment réaliser cette procédure pour avoir un fichier normé au format PDF. Voilà pour l'aspect classification. Donc là, vous voyez que la fiche de classification apparaît. Voilà pour le volet classification. Pour la partie temps de travail, Jean-René l'évoquait brièvement tout à l'heure, il s'agit d'une zone de risque importante et souvent le temps de travail figure parmi les demandes complémentaires de salariés à l'occasion d'un contentieux sur la rupture du contrat de travail. Donc une demande de paiement d'heures supplémentaires, une demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées de travail. Donc c'est un élément qu'il faut sécuriser via l'application, et l'application vous permet de planifier l'organisation du temps de travail à la fois sur le volet hebdomadaire, c'est-à-dire que vous pouvez éditer un planning hebdomadaire avec les horaires du salarié et l'éditer et le remettre au salarié. Et vous avez également, ça c'est un élément important de conformité, vous pouvez vérifier la conformité de votre organisation avec un système d'alerte qui vous indique que vous n'êtes plus en conformité avec les dispositions conventionnelles ou légales. Par exemple, une durée journalière excessive, le non-respect des temps de pause. Donc vous avez un système d'alerte qui est paramétré. Donc ça, c'était pour le volet hebdomadaire. Pour le volet annuel, pour les salariés qui sont régis par l'annualisation du temps de travail, vous avez une obligation de remettre chaque année avant le 15 septembre un planning prévisionnel d'annualisation. C'est également possible via l'application sociale. Vous pouvez donc visualiser l'ensemble des éléments, durée du travail, congé payé, journée à 0 heure, d'éditer le planning, on l'a vu à l'écran, et de le remettre aux salariés pour le stocker également dans le coffre-fort numérique. Oui, juste une petite incise. On a l'impression que lorsqu'on a fait le planning, tout est fait. Alors c'est en règle générale que lorsque tout est fait, c'est là où que tout commence. On oublie bien souvent de faire un contrôle, ça c'est la démarche de gestion des risques, de faire un contrôle sur le temps réalisé, sur la période hebdomadaire ou annuelle. Donc vraiment, là, on vous incite, bien sûr, il y a une obligation, et tout le monde est sur l'obligation de rédiger et de remettre un planning, mais surtout, articulation entre le planning, donc le prévisionnel, et le réel. Donc là on va développer cet élément-là. Donc les heures réalisées, vous aurez un module heures réalisées qui permettra d'apprécier le delta entre les heures prévues et les heures qui ont été effectivement travaillées pour mesurer ensuite les conséquences. Donc ça, c'est prévu pour avant l'été. On mettra à votre disposition cette fonctionnalité. Ensuite, le contrat de travail, un élément aussi, une source de contentieux assez importante au niveau de la forme, on l'a vu tout à l'heure.
l'application vous permet de réaliser un contrat de travail conforme aux dispositions légales et conventionnelles avec un système de fléchage vers le contrat de travail. Ça, c'est très important. C'est-à-dire en fonction des éléments qu'on a renseignés dans la fiche salariée, le contrat de travail adapté vous est présenté. Donc là, ça sécurise vraiment la relation de travail. Donc un contrat de travail qui comporte l'ensemble des mentions obligatoires. Vous avez un certain nombre de mentions obligatoires prévues par la convention collective. Et là, c'est pareil aussi un élément de simplification, puisque vous pouvez en 2 clics, bon, peut-être 4, mais en tout cas, c'est un bon commercial. éditer donc un contrat de travail au format Word que vous pouvez bien sûr modifier, puisqu'il y a quelques variantes. Un contrat de travail qui comporte l'ensemble des dispositions et donc qui est pré-rempli. Ça, c'est important, qui est pré-rempli, donc vous n'avez plus beaucoup de tâches à effectuer sur ce contrat de travail. Donc là, vous voyez, on balaye le contrat. Bon, vous remarquerez les jeux de mots sur les noms, donc on doit à Frédéric Hull, donc que grâce lui soit rendue. Oui, un point important, enfin, les mentions obligatoires. Les mentions obligatoires d'un contrat, c'est effectivement la gestion des risques. Mais alors pour préparer cette intervention, on a demandé hier à l'un d'entre vous quel message on pouvait... Ah oui, puis il y a les signataires aussi, Frédéric Hull et Jean-René Lemeur. Alors moi, j'ai le bonheur d'être chef d'établissement, c'est formidable. Oui, il disait que la gestion des ressources humaines avait un coût. Il ne fallait pas l'oublier. On est sur le risque, on est ça, mais que consubstantiellement à la mission d'employeur, ça a un coût. Un coût financier, etc., un coût humain, notamment lié au temps passé et au temps à la gestion. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est bien sûr de la sécurisation. J'ai l'impression de faire le camelot, moi j'adore. C'est de la sécurisation, mais c'est aussi du temps gagné, mesdames et messieurs, sans augmentation du prix des consommations. Donc c'est 10 minutes, un quart d'heure par contrat de travail de gagné. Qui a fait des contrats de travail, s'est amusé à faire du contrôle C, du contrôle V, pour mettre dans les trous le nom de la personne. Rien que ça, déjà, c'est un quart d'heure. Merci Alexandre, merci Frédéric. Autre élément qui peut être source de risque, voire de contentieux, cette fois-ci en matière... Je m'occupe de Monsieur Perron. En matière de sécurité sociale, il s'agit de la gestion des affiliations en matière de complémentaire santé. Vous le savez, le régime de branche santé et collectif est obligatoire et donc le salarié doit être affilié, sauf s'il se trouve dans un cas permettant d'être dispensé d'affiliation. Donc là, il faut qu'il justifie, qu'il fasse une demande de dispense d'affiliation. Donc là, l'application sociale permet maintenant de gérer l'affiliation à la complémentaire santé et les dispenses d'affiliation, donc en choisissant le type de dispense, la date de remise de dispense, la date de fin de justificatif de dispense pour les dispenses qui sont temporaires. Donc là, c'est un élément important parce que ça va déclencher des alertes qui vous permettra après de suivre les dispenses, d'être alerté un peu avant la fin de la dispense pour faire le point avec le salarié et pas risquer un redressement URSSAF, puisque les contrôleurs URSSAF vont demander, ça va être un sujet important lors des contrôles, de vérifier que vous ayez bien la dispense d'adhésion et le justificatif afférent. Donc là, ces documents-là, vous pouvez aussi les mettre dans le coffre-fort numérique de l'établissement, dans l'onglet complémentaire santé de chaque salarié. Donc un élément de sécurisation important. J'accélère. En matière de formation professionnelle, donc c'est plus sur le volet gestion des compétences. 3 minutes. Donc le cœur de la relation de travail va être l'acquisition de compétences et donc le maintien de l'employabilité des salariés. Comme l'a dit Jean-René, ça passe par le suivi du parcours professionnel et le suivi des actions de formation, la formation professionnelle. Donc ces 2 sujets sont également traités dans l'application sociale qui vous permet de suivre et de gérer les départs en formation, de sécuriser les départs en formation avec des engagements réciproques permettant de prévoir les conséquences d'un départ en formation, voir si l'action de formation est valorisée ou non, d'historiser l'événement formation, et ensuite de pouvoir remplir directement, donc ça c'est volet suivi du parcours professionnel, des grilles d'entretien professionnel, qui sont aussi pré-remplies avec les informations propres à chaque salarié. Ces 2 éléments sont consolidés pour une analyse bilancielle au bout de 6 ans, parce que vous savez que vous avez tous les 6 ans une obligation de faire un bilan sur le parcours du salarié, à la fois
concernant l'acquisition de compétences principalement. Donc ces éléments-là viendront se consolider dans le document bilan. Et donc c'est très important parce que là, ça vous fait gagner un temps assez conséquent. Vous évitez des doubles, triples ou quadruples saisies. Voilà pour la formation professionnelle. Et demain, l'application sociale va intégrer une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, outre l'intérêt stratégique pour une entreprise d'entrer dans la démarche GPEC, c'est aussi un élément de sécurisation, toujours dans cette idée de garantir l'employabilité du salarié. On pourra identifier les compétences du salarié, celles à acquérir et mettre les moyens en face, notamment en termes de formation professionnelle, d'identifier des actions de formation, des organismes de formation et des solutions de financement, donc optimiser le financement. Et dans une logique collective, on consolidera ces données pour créer le plan de formation, puisque vous avez toujours l'obligation pour les entreprises de plus de 50, donc dotées d'un CSE, comité social et économique de plus de 50, vous avez l'obligation de présenter le plan de formation. Donc vous pourrez consolider ces données. Là, c'est un gain de temps important. Et donc, ça permet aussi de sécuriser les relations collectives, parce que là, tout ce que je vous ai présenté, c'est des relations individuelles de travail avec le salarié. L'ambition de l'application sociale, c'est à terme d'envisager les relations collectives, donc élection professionnelle, suivi des relations avec le comité social et économique et appui à la négociation. Donc ça, c'est des éléments qui prendront corps dans l'application sociale dans les prochains mois. Voilà, j'en ai terminé. Très bien. Juste une petite conclusion rapide. Merci Alexandre. Comme j'ai 1 minute, j'en profite évidemment. Ces applications sont vos applications. Je reviens sur les propos liminaires. C'est pour vous, avec vous. Donc n'hésitez pas. Il y a 25 personnes qui travaillent sur Isidore. Je prends la formule de Frédéric. Il y a le pôle social de l'AFNOGEC. Il y a un groupe de travail avec des chefs d'établissement, des attachés de gestion, avec des membres UDOGEC et Eurogec. Donc n'hésitez pas. Je ne rebondirai pas sur ce dessin. Je crois qu'il faut que j'entame quelque chose. Merci. Comment voulez-vous que je termine? Raisonnablement. Allez. Donc, non, sans blaguer. Merci, ça m'aide. Non, mais cette application est à vous, donc n'hésitez pas. Vous avez les clés, c'est à vous. Encore une fois, quel est le produit qui permet à l'utilisateur de décider de la configuration de son outil. Donc surtout, n'hésitez pas, abusez, 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 et faites appel à l'autre, et prenez le risque de l'autre. Merci beaucoup. La couper les pattes, ça c'est en pleine paix, ça se fait pas. C'était assez ressemblant finalement ce dessin. Merci beaucoup Jean-René Lemeur et Alexandre Chrétien, responsable du pôle social de l'AFNOGEC. Et bravo à notre dessinateur, Jean Duverdier. Alors nous voici parvenus au terme de notre matinée.